La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel, chacun de nous, quelle que soit son appartenance politique. Chaque mois, jusqu'aux élections européennes, qui auront lieu le 9 juin 2024, les jeunes du studio Pref, de Préfaille, posent leurs questions sur l'Europe à des experts. Précisément à un moment crucial pour les peuples de la communauté. Objectif, mieux comprendre les enjeux des élections européennes. 3 défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. Aujourd'hui, Sandrine Gaudin nous parle des femmes et de l'Europe. Bonjour à toutes et à tous, 3e émission de l'Europe Comment ça marche, réalisée par le studio Pref de Préfaille et produite par Jade FM. C'est Lily et avec moi sur le plateau, Véronique Auger. Bonjour Véronique. Bonjour Lily. Vous êtes journaliste, on vous a présenté dans les émissions précédentes qui sont disponibles en podcast sur l'appli de Préfaille, de la mairie de Préfaille, mais également sur jadefm.fr. Avec nous en plateau, 4 garçons. Titouan, bonjour Titouan. Bonjour. Elliot, bonjour Elliot. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Hector. Bonjour. Et bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui aura lieu le 8 mars, les jeunes du studio Pref de Préfaille se posent des questions sur les femmes et l'Europe. Alors uniquement des garçons en plateau pour poser ces questions. Et pour leur répondre, au téléphone, Sandrine Gaudin, vice-gouverneure de la Banque du Conseil de l'Europe et ancienne secrétaire générale aux affaires européennes. Bonjour Sandrine Gaudin. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Les femmes dans l'Europe, c'est un sujet très important. Autant de figures féminines qui ont marqué l'histoire de l'Europe que de lois européennes qui ont marqué l'histoire des femmes. Alors les jeunes du studio Pref ont été très inspirés pour poser des questions à ce sujet. C'est Alexandre qui pose la première question. Bonjour madame, est-ce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes en Europe ? Alors, merci pour la question. Alexandre, oui, la réponse est oui, puisque dans notre traité, c'est-à-dire dans notre charte commune, dans le texte qui explique quels sont nos droits, nos obligations et pourquoi nous avons construit l'Europe et l'Union européenne, il est inscrit depuis 1957, c'est-à-dire que c'est très ancien, le principe notamment d'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine salarial, dans le domaine des rémunérations. Et c'était déjà en 1957 une avancée importante. Et par la suite, nous avons prolongé ce principe d'égalité homme-femme en inscrivant à nouveau dans les nouveaux traités qui ont été modernisés ce principe pour l'appliquer à toutes les conditions de travail en général. Et aujourd'hui, il est donc possible en Europe de pouvoir, lorsqu'on est une femme et même lorsqu'on est un homme d'ailleurs, lorsqu'on se sent discriminé, il est possible de faire des recours et de faire valoir ses droits devant le juge européen et devant les juges nationaux de façon à ce que ces principes soient respectés. Alors, on ne vit pas dans un monde parfait, il y a encore des choses qui ne sont pas complètement résolues, mais la réponse est oui si l'on se place d'un point de vue strictement juridique. D'accord, merci. Une question d'Hector. Bonjour. Bonjour Hector. L'Europe a-t-elle permis aux femmes d'accéder plus facilement à un travail ? Alors là aussi, oui, parce que l'Europe, c'est une construction et une mise en commun d'un certain nombre de forces et de compétences pour traiter ensemble de questions importantes comme le développement économique, le développement social, la formation professionnelle. Et donc aujourd'hui, là aussi, les femmes ont des droits dans ce domaine, mais qui sont exactement les mêmes que ceux pour les hommes. Alors après, est-ce que dans les chiffres que l'on a, dans les statistiques, est-ce que les hommes et les femmes ont exactement, je dirais, les mêmes performances en termes de taux d'emploi ? Non, le taux d'emploi des hommes est toujours plus élevé en Europe que le taux d'emploi des femmes. Pour les hommes, il y a 78%
des hommes qui occupent un emploi, il n'y a que 67% des femmes qui occupent un emploi aujourd'hui. Il n'y a pas une parfaite égalité dans l'accès à l'emploi. Mais pour ce qui est l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, l'égalité des chances est la même pour les hommes et pour les femmes. Et puis en termes de salaire, c'est une question que vous vous posez aussi sans doute, il y a toujours une discrimination. Les femmes continuent à gagner un petit peu moins que les hommes et à environ 10% de moins que les hommes en moyenne, dans les États membres de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, c'était une question que Titouan voulait vous poser sur les salaires. Est-ce que les femmes ont le même salaire que les hommes en Europe? C'est un bon sujet, la question des salaires, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier sujet sur lequel on a posé un principe d'égalité dans le traité qui a créé ce qu'on appelait à l'époque la Communauté économique européenne en 1957. Donc c'est un ancien traité, mais qui est toujours valable et qui a été bien sûr modernisé et complété depuis. Et ce principe d'égalité des rémunérations, non seulement il a fait l'objet d'une disposition du traité, c'est-à-dire que ça voulait montrer toute l'importance qu'avait aux yeux des fondateurs de l'Europe ce principe, mais surtout le juge, très rapidement, le juge européen, c'est le juge, vous savez, qui en Europe fait respecter en fait les traités, avec aussi un autre organisme qui s'appelle la Commission européenne, et le juge européen, très tôt, dans les années 60, il a pris des décisions pour conforter le droit des femmes à revendiquer cette égalité de rémunération. Il y a eu des arrêts, ce qu'on appelle des arrêts ou des décisions de la Cour de justice, qui est située à Luxembourg, en la matière, qui sont devenus très célèbres. Et ce sont des arrêts qui ont vraiment montré que l'Union européenne et la Communauté européenne à l'époque est vraiment une construction politique originale. C'est-à-dire que les États membres n'ont pas simplement mis ensemble leurs moyens et leurs compétences dans le domaine de l'économie, mais ils ont aussi choisi de faire en sorte que des règles concernant les conditions de travail, l'égalité des rémunérations, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale soient des règles qui fassent l'objet, je dirais, de décisions communes et harmonisées. Et du coup, des décisions ont été prises pour renforcer le principe d'égalité homme-femme dans le domaine professionnel au départ. Mais c'est très important parce que ça a posé, je dirais, le caractère un peu inédit de la construction européenne qui, dès les années 50-60, était extrêmement avancée pour défendre la cause des femmes et de l'égalité des genres, comme on dit aujourd'hui. Elliot? Bonjour. Est-ce que l'avortement est autorisé partout de la même façon en Europe? Alors, le droit des femmes à disposer de leur corps, la liberté pour elles d'avorter, de choisir d'avorter ou pas, c'est un droit, une liberté qui sont reconnus dans 25 États membres sur 27. Donc de façon, je dirais, prépondérante, oui, le droit à l'avortement est reconnu en Europe. Dans les deux États pour lesquels la reconnaissance n'est pas, je dirais, aussi absolue, il s'agit de la Pologne et de Malte. Ce sont deux États membres dans lesquels il y a une possibilité d'avorter pour les femmes lorsqu'elles invoquent des motifs particuliers. Donc c'est un droit à une liberté qui est un peu encadré, qui est beaucoup moins total et large que dans les autres États membres. Mais dans ces deux pays, il y a des traditions politiques, religieuses particulières qui justifient que le droit n'est pas exactement le même que dans le droit français ou dans le droit italien ou allemand. Donc 25 sur 27, c'est donc un droit qui est largement reconnu aux femmes en Europe. Et je crois que autant l'égalité homme-femme dans le domaine du travail ne pose pas de difficultés. Aujourd'hui, c'est un principe qui est reconnu, appliqué, qui est soumis de toute façon, quant à son respect, à l'appréciation du juge, si jamais le principe n'était pas respecté. Autant les questions d'avortement, ce sont des sujets beaucoup plus sensibles, qui ne font pas l'objet d'une compétence de l'Union européenne. L'Union européenne, l'Europe, c'est une organisation dans laquelle les États membres ont décidé de confier un certain nombre de compétences. Et donc les États membres, les États fondateurs, puis tous ceux qui sont venus après, ont décidé de lui demander de légiférer, de prendre des mesures à leur place dans un certain nombre de domaines et de matières.
matière économique, matière sociale, la protection de l'environnement, les questions de sécurité, les questions de circulation de personnes, etc., etc. Dans le domaine de l'avortement, on est dans un domaine qui est propre, qui est dans un domaine un peu plus de l'intime, et dans un domaine qui touche aussi aux traditions politiques et religieuses des États. Et là, c'est un domaine qui reste plutôt national. Alors, autant c'est un principe qui, je dirais, est reconnu, comme je vous l'ai dit, dans 25 États sur 27, mais pour autant, les États restent libres de leur législation et de ce qu'ils prévoient dans leur droit national en la matière. Alors, depuis quelques années, il y a eu énormément de pression au niveau européen, notamment au Parlement européen, qui est l'assemblée politique. Et vous savez d'ailleurs que très bientôt, non pas vous, parce que je pense que vous n'avez pas encore le droit de vote, vous êtes sans doute un peu jeune, mais vos parents, vos grands frères et vos grandes sœurs vont être appelés à aller voter le 9 juin. Vous savez qu'au Parlement européen, il y a eu toute une série d'initiatives pour faire reconnaître le droit à l'avortement comme étant un sujet européen devant être traité par l'Europe. Et notamment, c'est ce qu'on a appelé l'initiative du pacte Simone Veil, que vous devez tous connaître. Simone Veil, qui a été la première présidente du Parlement européen élue en 1979 et qui, bien sûr, a été une femme politique extrêmement importante pour la vie politique française, puisqu'elle a fait reconnaître un certain nombre de droits pour les femmes, et notamment le droit à l'avortement. Et dans le cadre de ce pacte Simone Veil, c'est-à-dire cette initiative du Parlement européen, les parlementaires qui l'ont adopté ont décidé de mettre en avant effectivement le droit à l'avortement comme un droit fondamental, mais pour autant, les traités, c'est-à-dire les chartes qui régissent nos relations, ne sont pas encore complètement en adéquation avec ce pacte Simone Veil, qui a été une initiative politique très, très importante. Mais pour autant, dans les traités, le sujet de l'avortement reste de compétence nationale. Merci. Oui, Hector? Y a-t-il autant d'hommes que de femmes au sein du Parlement européen? Non, parce que on ne peut pas imaginer une obligation de parité stricte, puisque les candidats et les candidates qui se présentent aux élections européennes sont élus ou ne sont pas élus. Et donc, il y a 705 députés au Parlement européen, il y a simplement 40% de femmes au Parlement européen. C'est quand même un bon score, 40%. C'est pas exactement la moitié, mais c'est quand même, je dirais, visible lorsqu'on voit, vous avez dû voir des photographies ou des images ou des reportages sur le Parlement européen, sur ce grand hémicycle. Vous voyez de nombreux visages féminins, à commencer par le visage de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui est une Maltaise et qui préside le Parlement depuis quelques années. Merci. Une question d'Alexandre. Quelles sont les femmes qui ont marqué l'Europe? Alors ça, c'est une question intéressante. Je pourrais vous dire déjà facilement, si je puis dire, ce sont les femmes qui ont été actives et qui ont présidé aux destinées des institutions européennes. Je parlais de Simone Veil, mais il y a eu aussi une autre présidente du Parlement européen qu'on connaît peut-être moins que Simone Veil, qui s'appelle Nicole Fontaine. Il y a bien sûr les femmes actuelles qui président aux destinées de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il y a Christine Lagarde qui est en charge de l'euro à la Banque centrale européenne. Il y a pas mal de femmes qui sont déjà à la tête des institutions européennes. Celles qui ont marqué l'histoire, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr Louise Weiss, que moi j'appelle un peu la grand-mère de l'Europe, puisqu'elle a beaucoup œuvré et milité pour l'idée européenne, notamment l'idée fédérale européenne après la Première Guerre mondiale. Mais moi je dirais que la bonne réponse, c'est ça, bien sûr, sinon je ne vous l'aurais pas faite. Mais c'est aussi de répondre qu'il y a beaucoup de femmes qui, dans leur vie professionnelle, leur vie scientifique, leur vie d'universitaire ou leur vie de tous les jours, ont œuvré pour l'Europe. Et par exemple, je pense à la dernière Française qui a obtenu le prix Nobel de physique pour son travail sur les lasers ultra rapides, Anne Lullier. Cette femme, cette Française, cette Européenne, elle contribue beaucoup au rayonnement scientifique de l'Union européenne. Elle travaille en France et en Suède, et par ses travaux, elle rayonne de façon mondiale. Et donc, pour moi, elle travaille autant au développement et à la bonne image de l'Europe que ne le font Ursula von der Leyen ou Christine Lagarde. Vous voyez ? Donc, toutes les femmes qui participent, je dirais, et qui travaillent et qui font rayonner l'Europe, je pense qu'elles contribuent à l'Europe et à son bon rayonnement et à la bonne image d'une Europe qui bouge.
Il y a aussi évidemment les grands chefs d'État féminines qu'on a eus dans le passé, qui ont fait l'Europe depuis leur capitale, si je puis dire, mais elles ont contribué à l'Europe, comme Angela Merkel, même Margaret Thatcher, qui pourtant était une Britannique qui a souvent été opposée dans ses combats politiques à l'Europe. Elle a contribué à forger l'Europe des années 70, des années 80. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter à des Européennes ou à des femmes qui sont actuellement au pouvoir, si je puis dire, mais il y a aussi, j'allais dire, les autres femmes qui ont contribué à façonner l'Europe. Et moi, je dirais qu'il y a les femmes, toutes les femmes au quotidien, lorsqu'elles prennent des positions justement pour défendre leurs droits ou le droit à l'avortement, pour défendre le principe de transparence et d'égalité salariale, pour défendre le fait qu'elles ne doivent plus faire l'objet de violences sexuelles. Ce sont aussi des femmes qui contribuent à façonner une Europe qui est en fait l'émanation, l'image d'un continent, d'une organisation où on peut s'exprimer librement et où on peut faire valoir des libertés, des droits, on a aussi des devoirs, mais aussi qui contribue à mieux faire connaître l'Europe comme continent démocratique. D'accord, merci. Titouan a une question. L'Europe peut agir contre les violences contre les femmes. Ah oui, alors je viens d'un petit peu en parler parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui est évidemment éminemment important parce qu'il y a eu une prise de conscience très forte ces dernières années de violences faites aux femmes, soit dans le contexte familial, soit dans le contexte, je dirais, dans la rue, soit dans le contexte plus général de la société. Et vraiment, ce sont des développements qui méritent que l'on regarde de près pour savoir comment on prend à bras le corps cette question-là. Alors, c'est pas là aussi une compétence à proprement parler de l'Union européenne. C'est plutôt aux États membres de faire en sorte qu'il y ait des lois qui protègent les femmes, qui protègent les femmes qui vont dénoncer ces comportements dans les commissariats de police, qui mettent en place des numéros d'urgence et qui, de façon générale, permettent l'accès à la justice pour faire valoir leurs droits et faire valoir leurs droits à réparation. Il y a eu cependant une initiative européenne parce que même si ce n'est pas écrit dans le traité, dans la charte, que c'est un domaine de compétences européenne, les États membres ont décidé quand même de faire une sorte de geste politique et d'adopter un texte assez récent qui prévoit un certain nombre de droits et qui demande aux États membres de mettre en place, si ce n'est pas déjà le cas, au niveau national, un certain nombre de mécanismes protecteurs pour les femmes. Donc c'est un texte qui a été négocié récemment, qui date du 6 février, et qui, par exemple, prévoit qu'on ne peut pas autoriser en Europe les mariages forcés, c'est interdit, que le harcèlement par les moyens le cyberharcèlement sexiste est interdit aussi, qu'on ne peut pas faire subir aux femmes de mutilations génitales, c'est interdit. Et de façon générale, c'est un texte qui encourage les femmes à se plaindre, à aller porter plainte, et y compris les femmes, et c'est important parce que c'est une catégorie de femmes qui parfois ont peur de faire valoir leurs droits. Par exemple, les personnes qui sont issues de l'immigration, qui n'ont pas de papier, qui ne veulent pas forcément se faire connaître d'un commissariat de police parce qu'elles peuvent être ennuyées ensuite par rapport à leur situation et par rapport à leur titre de séjour. On encourage aussi ces femmes à venir aussi porter au commissariat, vers la police, leurs plaintes pour éviter qu'elles subissent elles aussi des violences injustifiées. Donc ce texte, il est important parce que c'est la première fois que l'Union européenne décide, et tous les États membres, les 27, avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, c'est-à-dire les institutions, de décider ensemble de définir un cadre de protection pour les femmes contre les violences qui sont faites à leur encontre et qui les aident, je dirais, à se donner un peu plus de courage parfois pour faire valoir ces droits. C'est une reconnaissance européenne d'un phénomène malheureusement qui est important dans nos sociétés européennes. Véronique Auger. Je crois que le viol n'est pas considéré dans le texte. Pourquoi ? C'est vrai. Alors ça a été débattu. Ça a été débattu parce que l'idée de certains autour de la table, c'était de dire il faudrait que nous ayons une définition commune du viol. Alors pourquoi ? Pour faire en sorte que le viol soit considéré vraiment comme un crime
qualifié au niveau européen, que ce soit quelque chose qui soit reconnu de façon unique et harmonisée au niveau européen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 27 États membres, ces sujets-là concernent en fait la justice, et notamment la justice pénale. Et chaque justice a sa définition du viol, de ce qu'est un viol. Et cette définition, c'est un peu comme le droit à l'avortement, elle varie selon les États, selon leurs traditions juridiques, selon qu'on se trouve dans des traditions juridiques de droit écrit ou de droit non écrit, selon la jurisprudence, selon là aussi, je dirais, la culture du pays. Ces questions pénales, ces questions de justice pénale, elles relèvent du droit national, elles restent régies par les États. Et donc, il n'y avait pas d'accord autour de la table de la négociation pour introduire une définition qui satisfasse tout le monde. Par exemple, s'agissant de la France, la définition qui était proposée n'était pas acceptable par les juristes français du ministère de la Justice qui ont négocié ce texte, parce que cette définition, elle n'était pas suffisamment protectrice, autant protectrice que la définition française du viol, et elle aboutissait à finalement faire reposer la charge de la preuve sur la femme, sur la victime, alors que notre système prévoit au contraire de ne pas faire reposer la charge de la preuve sur la victime, mais plutôt sur l'agresseur qui doit démontrer qu'il n'a pas violé. Et donc, pour la France, en tout cas, la position qui a été peut-être mal interprétée dans l'opinion publique, c'était pas de dire qu'on ne reconnaissait pas le viol. Évidemment que le viol est un crime, un délit reconnu par le droit français et continuera à l'être, mais on ne voulait pas qu'au niveau européen, on adopte une position et une définition qui affaiblisse le droit des femmes et qui fasse reposer la charge de la preuve sur les victimes, parce que ça changeait complètement la façon dont on allait désormais considérer le sujet. Il y avait d'autres États membres qui étaient dans le cas français. Et puis, bon, de façon générale, ce sont des questions de nature pénale et on ne veut pas les traiter au niveau européen parce que justement, il y a trop de spécificités et ce sont des matières importantes pour lesquelles les États membres préfèrent garder la main. Alors peut-être que demain, à la faveur de l'évolution et du développement de l'Union européenne, on verra des évolutions dans ce domaine et il y aura une volonté d'avoir une seule définition commune, si c'est utile, si ça contribue à protéger davantage les femmes, si c'est dans l'intérêt évidemment des victimes de viol, je pense que tout le monde sera d'accord pour le faire. Mais là, en tout cas, le sujet n'était pas considéré comme étant suffisamment bien traité au niveau de l'Union. On a préféré continuer à le traiter au niveau national. Et donc, il n'y avait pas de majorité des États membres pour pouvoir parvenir à un accord sur le sujet. Donc, la question du viol n'est pas traitée dans ce texte qui a été adopté le 6 février. Merci beaucoup Sandrine Gaudin d'avoir répondu aux questions des jeunes du Studio Pref sur les femmes et l'Europe. Merci à Véronique Auger, Elliot, Titouan, Hector et Alexandar qui étaient en plateau aujourd'hui pour poser leurs questions. C'était une émission réalisée par le Studio Pref, encadrée par Véronique Auger, Jules Dequisse et Gildas Cormuet, que nous remercions pour leur confiance, et produite par Jade FM. Merci beaucoup et merci à tous les jeunes garçons qui ont posé des questions. Au revoir. Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.